Kilomètre Zéro, un podcast qui explore la mobilité post-Covid, présenté par Francis Demoz. Si la crise sanitaire que nous traversons ébranle notre quotidien, elle interroge aussi sur ce que signifiera être mobile demain. Quelles conséquences sur nos déplacements et plus largement sur notre manière de vivre? Sommes-nous au kilomètre zéro? C'est ce que nous allons ensemble explorer dans cette série d'entretiens. Bonjour Mathieu Chassigné. Bonjour Francis. Vous êtes ingénieur à l'ADEME et pour ce second numéro de Kilomètre Zéro, nous allons ensemble parler de mobilité cyclable post-Covid. Le vélo se retrouve au cœur de cette période de déconfinement, avec notamment ces pistes cyclables provisoires. Elles ont été pensées, conçues en un temps record. Je voudrais que l'on revienne avec vous sur la chronologie de ces quelques jours un peu fous où tout s'est accéléré et décidé finalement très vite. Comment est-ce que les choses se sont-elles enchaînées ? Alors déjà, il s'est passé énormément de choses à l'étranger, au tout début de la période française de confinement. Donc la première ville qui a vraiment mis en place des choses de grande ampleur et ça s'est su partout, finalement ça a été très visible à l'international, c'est Bogota. À Bogota, ils ont mis en place plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables temporaires. À l'époque, c'était dès le 16 mai. Donc à l'époque, la Colombie n'était pas encore confinée. Et l'objectif là-bas, c'était vraiment de désengorger les transports collectifs pour faire en sorte que l'épidémie ne se propage pas trop rapidement. Donc ils ont utilisé vraiment le vélo comme solution pour désengorger les transports collectifs. Et puis de nombreuses villes du monde ont regardé ça avec intérêt. New York s'est inspiré de cela. En tout cas, le maire de New York a fait des annonces en ce sens assez rapidement. Puis d'autres ont regardé. Berlin, au bout de quelques jours, a décidé d'y aller et de mettre en place des pistes cyclables temporaires également. Donc ça a traversé l'Atlantique. En France, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à se dessiner. Chez nous, dans les premières semaines du confinement, on était plutôt dans une vision très restrictive de l'espace public. On en était plutôt sur des débats autour de la fermeture des parcs, par exemple. C'est ça. Et sur ces pistes cyclables, ça a été quoi le point de départ en France, la date clé ? Alors, en France, la date clé, c'est le 13 avril. Ouais. 13 avril, donc c'est la ville de Montpellier qui, la première, a dégainé. Et le maire de Montpellier, Philippe Sorel, a annoncé qu'il allait mettre en place des pistes cyclables temporaires. Et ensuite, il y a eu un vrai effet domino, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'émulation entre villes. Et tous les maires des grandes villes, finalement, ont voulu se montrer volontaristes, ont voulu se montrer aussi volontaristes que le maire de Montpellier. Et donc, voilà, tous les jours, pendant une dizaine de jours, on a eu 2-3 grandes collectivités qui ont annoncé mettre en place ce type de pistes cyclables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a même eu à un certain moment, on a eu des maires qui ont dit non, le vélo, c'est pas ma priorité en ce moment, il y a d'autres choses à faire, l'économie, je ne sais quoi. Et ils ont rétro-pédalé au bout de 2-3 jours. Donc, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait une pression, que ça a fait beaucoup de déçus quand ils ont dit non. Et finalement, ils ont fini par dire ah bah si, finalement c'est une super idée. Donc on peut citer le maire de Bordeaux, le maire de Toulouse, Angers également, qui ont d'abord dit non et puis au bout de 2-3 jours, on finit par dire oui. Et ensuite tout ça c'est structuré, c'est-à-dire qu'une fois que les collectivités ont dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont mises en place? Alors une fois que les collectivités ont dit oui, ce qui a été important, c'est que l'État, la ministre Elisabeth Borne a nommé un coordinateur en la personne de Pierre Cerne. Qui a été nommé pour mettre un peu d'huile dans les rouages, pour répertorier les collectivités candidates, et puis pour répertorier les freins qui peuvent exister, qui peuvent être des freins réglementaires par exemple. Donc il y a eu ça qui a permis, je pense, de mettre de l'huile dans les rouages. Il y a le CEREMA qui a aussi été mandaté par le ministère pour fournir de l'expertise sur le sujet. Ouais, qui a fourni un guide, c'est ça, un premier guide pour permettre aux collectivités de... Ouais, d'ailleurs, le CEREMA, c'est vrai, a été très, très réactif dans l'histoire, donc je pense que ça a vraiment aidé, puisqu'il y avait besoin d'aller très vite sur les annonces des maires dans un premier temps, puis il y avait besoin d'aller très rapidement sur un accompagnement de toutes ces collectivités. Et vous, le CEREMA a commencé par mettre en ligne une page internet où ils ont fait connaître un peu les expérimentations, les expériences étrangères. Ensuite, ils ont organisé un grand webinaire qui a réuni 500 personnes et qui a permis aussi de rendre visible finalement cet engouement. 500 personnes, c'est quand même pas rien, avec beaucoup de techniciens de collectivités, des petites, des grosses, des départements, des régions. Et puis ensuite est venu le guide qui a permis de finalement
de donner les recommandations un petit peu finalisées, issues de leur réflexion et puis de tous les échanges qui ont pu avoir lieu dans ces quelques jours qui ont vraiment fait basculer les choses. Alors, il y a quelques semaines, on comptait vraiment 0 km de pistes cyclables provisoires. Aujourd'hui, on en est à quoi? Plus de 1000, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on pense qu'on est à peu près à 1000. Ouais, c'est ça, 1000. Donc, ces pistes cyclables puisent leur origine dans ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, que vous défendez beaucoup à l'ADEME. C'est quoi précisément l'urbanisme tactique? L'urbanisme tactique, ce sont des aménagements qui sont rapides à mettre en place et puis qui utilisent du mobilier qui est à la fois facile à installer, facile à déplacer, éventuellement à désinstaller, et puis qui est pas cher. Mmh. En fait, on pourrait dire que c'est un autre moyen d'aménager la ville. Et puis dans l'urbanisme tactique, il y a un côté militant, c'est-à-dire que le constat qui est fait partout, c'est que la voiture est omniprésente dans l'espace public. Selon les villes, il y a environ 50 à 80% de l'espace public qui est réservé aux voitures. Et donc, c'est à la base un mouvement contestataire face à cette hégémonie de la voiture. Et ce sont des gens qui ont dit « Non, on considère qu'on peut faire mieux dans nos villes que de faire circuler des voitures. Donc, on a envie de se réapproprier l'espace public. On a envie de développer de nouveaux usages dans l'espace public. Ça peut être le vélo. Ça peut être aussi mettre plus de verdure, par exemple. Ça peut être aussi faire plus de place pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent s'amuser. » Donc voilà, donc il y a un côté assez contestataire et de reconquête urbaine avec reprendre de la place finalement à la voiture. Donc quelque chose de contestataire. On voit bien que c'est en temps de crise que l'innovation apporte souvent des réponses et des solutions nouvelles. C'est-à-dire que là où il aurait fallu finalement des années pour mettre en place quelque chose, il a fallu quelques jours. Est-ce qu'on ne peut transformer les choses finalement qu'en état de crise? Est-ce que c'est ce que vous pensez? On voit que dans le développement du vélo en France, dans l'histoire du développement du vélo, il y a eu besoin d'avoir des chocs externes, des crises externes. On parle beaucoup des grandes grèves de 95. Oui, décembre. Qui a permis finalement le renouveau du vélo à Paris. On peut aussi penser aux dernières grèves du mois de décembre et du mois de janvier, où on a vu que certains jours, le trafic vélo était multiplié par 3 dans la capitale. Et donc, c'est vrai que dans la mobilité, il y a le poids des routines qui est très important, c'est-à-dire que très peu de gens décident de changer de mode de transport du jour au lendemain. Ça se fait la plupart du temps quand vous avez un événement dans votre vie, par exemple que vous changez de boulot, que vous déménagez, il y a un enfant qui arrive, etc. Là, vous repensez un petit peu votre mode de vie et vous êtes prêt à changer, à expérimenter, à tester un nouveau moyen de transport. Eh bien, quand c'est une crise externe, un choc externe, ça peut être une grève, ça peut être une crise sanitaire, eh bien, vous retrouvez le même effet, c'est-à-dire ça rebat les cartes et chacun peut se réinterroger sur ses pratiques. Et c'est là que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont être prêtes à passer à l'action et à changer, à expérimenter un nouveau moyen de transport. Alors nous entrons maintenant dans la 4e semaine de déconfinement. On a donc, j'imagine, quelques premiers retours d'expérience, précisément sur la pratique du vélo. Les premiers chiffres montrent plutôt une forte hausse partout en France depuis le déconfinement. Vous confirmez ? Oui, on voit une hausse très importante. Et alors, ce qui est assez notable, c'est qu'on voit que la hausse est d'autant plus forte qu'on est dans des territoires peu denses. Alors moi j'ai des chiffres, je ne sais pas si vous en avez peut-être d'autres, de l'association Vélo et Territoire qui estimé qu'il y avait eu une augmentation de 44% pendant la première semaine du déconfinement, c'est ça ? Oui, il y a eu une augmentation de 44% en moyenne par rapport à la situation d'avant le confinement. Et donc quand on regarde dans le détail, cette augmentation elle est encore bien plus forte dans les territoires périurbains et ruraux. C'est-à-dire que dans les territoires périurbains, on est sur une multiplication par 2. Et dans les territoires ruraux, on est sur une multiplication par 3 de l'usage. 197% en zone rurale. Qu'est-ce que ça signifie derrière ces chiffres ? Quel est le message qu'il y a et quel est le besoin finalement qu'on retrouve ? Parce qu'on estime encore souvent que le vélo, c'est une affaire de ville. Ça signifie qu'on caricature le vélo en fait en le limitant simplement aux villes. Ça veut dire qu'il y a une envie de vélo qui est présente partout, dans tous les territoires en France. Simplement, elle peut pas s'exprimer, elle peut difficilement s'exprimer en zone rurale, en zone périurbaine, parce qu'il y a peu d'infrastructures. Donc les gens ont autant envie de faire du vélo dans ces milieux-là qu'en ville, mais ils n'osent pas en faire parce que les conditions sont inacceptables.
Il n'y a pas d'infra, il y a des voitures qui roulent vite, etc. Donc les gens ne veulent pas faire du vélo, enfin n'osent pas faire du vélo, pardon. Alors même que les enquêtes montrent qu'il y a à peu près 50% des Français qui aimeraient faire du vélo, qui ont des trajets compatibles avec la pratique du vélo, qui aimeraient en faire, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et donc là, finalement, cet après-confinement révèle ce potentiel, révèle cette envie de vélo. Et donc, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Alors c'est vrai que en France, on est quand même dans une situation où le vélo est beaucoup plus pratiqué en ville qu'ailleurs. Parce que, notamment pour cette question d'infrastructure, il y a des infrastructures en ville, il n'y en a pas ailleurs. Mais il faut savoir que c'est une exception française. Et dans des pays qui sont beaucoup plus matures que nous sur le vélo, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le vélo est autant pratiqué en dehors des villes que dans les villes. En Belgique, on a même une pratique qui est plus forte à l'extérieur des villes qu'en ville. Parce que le vélo, c'est le seul moyen, enfin, entre guillemets, c'est le moyen de transport collectif, puisqu'il n'y a pas de transport collectif en dehors des villes, donc c'est le seul moyen de transport alternatif à la voiture. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est plus pratiqué en dehors des villes que dans les villes. Et donc, finalement, cette grosse différence qu'on voit en France, elle n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que les territoires moins denses pourraient rattraper le niveau de cyclabilité des villes denses. Si on revient au retour d'expérience sur ces pistes cyclables provisoires en France, qu'est-ce qui vous remonte du terrain? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont les difficultés rencontrées? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup de très belles images, de très belles photos. On voit des pistes cyclables bien larges, bien sécurisées, qui deviennent un peu virales du coup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant. Dans la réalité, c'est autre chose, c'est ce que vous voulez me dire? Non, ce que je veux dire, c'est ce qu'on voit aussi, c'est un petit peu la face sombre de la chose, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de comportements antisociaux et même, je dirais, dangereux pour les cyclistes. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'endroits où on a des voitures qui stationnent sur les pistes cyclables, ce qui met en danger les cyclistes puisqu'ils doivent se réinsérer dans la voie de circulation normale. On a des deux roues motorisées qui se permettent d'utiliser les pistes cyclables, temporaires ou non. Et donc finalement, on voit que alors, on peut essayer de faire appel au civisme des usagers de transports motorisés, mais c'est aussi un conseil pour la conception de ces pistes cyclables, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient au maximum séparées par des dispositifs physiques pour que les voitures ne puissent pas stationner dessus, même pour 5 minutes, pour que les deux roues motorisées ne puissent pas les franchir. Et puis je pense qu'il faut vraiment que les villes aient le courage de mobiliser les forces de l'ordre avec une verbalisation quand il y a ce genre de comportement déviant. C'est d'autant plus important sur la période puisque le but c'est bien d'avoir des nouvelles personnes qui ne faisaient pas du vélo avant et qui se mettent à faire du vélo. Donc ça va être des personnes qui ne sont pas forcément très aguerries, qui ne sont pas forcément très habituées à côtoyer ce genre de comportement. Et on risque de les envoyer au casse-pipe si c'est pour faire du vélo dans ces conditions. Donc il y a la nécessité d'une deuxième étape, si j'ai bien compris, pour finalement faire respecter ces pistes temporaires, ne pas mettre en danger ceux qui les empruntent. J'ai cru entendre qu'il y avait certaines villes, ou une ville en tout cas, Marseille, qui a démonté en moins d'une semaine après l'avoir lancé sa piste cyclable. Est-ce que vous craignez ce genre de choses si effectivement tout n'est pas optimisé ? Le cas de Marseille, il est très révélateur, mais il est complètement absurde. Hein. Le directeur général des services qui a affirmé qu'ils avaient retiré la piste cyclable parce qu'il y avait trop de véhicules motorisés qui l'empruntaient et que ça mettait en danger les cyclistes. Donc finalement, puisque la métropole n'a pas été capable de faire respecter ces aménagements, elle considère qu'elle doit les retirer parce que sinon ça met en danger les cyclistes. Enfin, je trouve qu'on marche vraiment sur la tête. La solution logique, ça aurait été de dire on met cette piste cyclable mais on fait en sorte que le code de la route soit respecté. Là, finalement, on a retiré cette piste qui était pourtant bien utile à beaucoup de cyclistes, elle était utilisée, elle était utile. Donc vraiment, c'est vraiment le contre-exemple à ne pas suivre. Après, ça veut dire qu'il faut au maximum, même si c'est du temporaire, on peut mettre des balises, hein, des plots qui vont se permettre de séparer la piste. On voit les pistes parisiennes, par exemple, sont très bien séparées. Les pistes de Nice aussi sont très belles, très, très, très sécurisées. Pourtant, Nice n'est pas du tout une ville cyclable. Je rappelle même que la ville de Nice est avant-dernière du baromètre de cyclabilité de la FUB, parmi les villes de plus de 200 000 habitants. Donc comme quoi, il y a parfois des villes qui sont très en retard, qui profitent de ce déconfinement pour mettre un grand coup d'accélérateur et pour peut-être rejoindre un petit peu les villes qui sont un peu plus à la pointe sur ce sujet-là.
Alors, dans ces débats sur les aménagements urbains, on s'est vraiment focalisé effectivement sur la pratique du vélo, et on vient de faire, puisqu'on vient d'en parler. On ne doit pas pour autant oublier la place du piéton. Quelle est sa place? Quelles sont là aussi les solutions qui sont possibles selon vous? Alors moi, je suis un peu étonné, je suis un peu déçu de voir que finalement, les villes ont fait assez peu de choses sur le piéton. Encore une fois, on va se retrouver dans la situation où le piéton va être le grand oublié des politiques de mobilité. Pourtant, c'est le moyen de transport le plus universel. Et pendant le confinement, on a vraiment vu de manière criante qu'il n'y avait pas assez de place pour les piétons en ville, que les trottoirs étaient trop étroits et que finalement toute la place en ville est utilisée par la voiture. Et dans la situation du confinement, on avait d'un autre côté des trottoirs qui étaient bondés et des gens qui devaient faire attention à leur comportement. Donc on a des exemples, des bons exemples. Je pense par exemple à la ville de Lille qui piétonise tous les samedis une bonne partie du Vieux-Lille, qui est un secteur très commerçant. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner confiance aux piétons, aux consommateurs, pour lui donner envie d'aller faire ses courses dans sa ville, plutôt que de commander sur Internet peut-être. Donc là-dessus, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On a vu quelques villes qui ont élargi les trottoirs. Oui. Et à l'international, est-ce qu'il y a des exemples? Parce que tout à l'heure, vous me parliez de villes effectivement étrangères qui ont nourri les pistes cyclables temporaires. Est-ce que sur des initiatives liées aux piétons, il y a des choses notables qui pourraient être exportées en France? Oui, il y a notamment ce qui se passe en Amérique du Nord en ce moment. Il y a un vrai mouvement autour de ce qu'ils appellent là-bas des slow streets. Au Canada, on appelle ça des rues familiales. Donc ce sont des rues en général résidentielles dans lesquelles, on interdit le trafic de transit. 2, on accepte uniquement les véhicules des riverains pour accéder à leur maison ou en partir, mais à très faible vitesse, c'est-à-dire à 5 ou 10 km/h. Et puis troisièmement, on affirme que le piéton est prioritaire sur tous les autres, a le droit d'être sur la chaussée, le cycliste également. Donc on se retrouve dans des rues finalement où il n'y a quasiment aucune voiture, c'est des rues qui sont quasiment piétonnisées, et on voit que c'est très, très intéressant parce que les citoyens se réapproprient leur rue. On voit des enfants qui apprennent à faire du vélo, on voit des enfants qui dessinent par terre ou qui jouent au ballon dans la rue. Et donc c'est une vraie réappropriation de l'espace public. Et puis les villes américaines ont fait vraiment les choses en grand. On a certaines villes, Portland par exemple, c'est 160 km. New York, c'est à peu près 120 km aussi. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs dizaines de kilomètres. Il y a aussi des choses qui se passent du côté canadien, à Montréal, Vancouver. Donc il y a des exemples nombreux qui viennent de l'étranger, la place du vélo, la place du piéton. Finalement, c'est toute la reconfiguration, c'est ce que vous étiez en train de nous expliquer, de l'espace public qui se trouve au cœur de ces transformations. Quelles sont encore, selon vous, les pistes possibles qu'on n'a peut-être pas explorées jusqu'ici pour rééquilibrer l'espace public? Est-ce que finalement on peut résoudre ce problème de distanciation physique par une libération d'un espace public plus important? Je pense que la gestion qu'on va avoir de l'espace public va soit faciliter la relance des activités, des commerces de centre-ville, soit elle va les empêcher. C'est-à-dire que si on reste sur le statu quo où la voiture a droit à 80% de l'espace public, alors on n'aura aucune marge. On n'aura aucune marge pour faire plus de place aux piétons ou pour faire plus de place aux activités de proximité. En revanche, on voit qu'il y a d'autres endroits qui rebattent un peu les cartes. Et par exemple, les restaurants, pour rouvrir, vont avoir besoin de plus d'espace. Et l'espace qu'on peut leur fournir, il se trouve sur la rue. C'est du stationnement qu'on peut fermer, c'est des rues qu'on peut fermer à certains moments de la journée, par exemple. Il y a des villes qui font ça à l'étranger, Vilnius, par exemple, la capitale de la Lituanie. On a des villes américaines aussi qui le font, et c'est intéressant parce que finalement, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. C'est le pays de la voiture. Et puis c'est le pays qui remet quand même la voiture à sa place pour permettre le redémarrage de l'activité économique. Il faudrait peut-être qu'on s'inspire un petit peu de ça. Alors en France, on n'est pas en reste sur ce sujet des restaurants. Il y a Rennes qui a annoncé qu'elle allait donner plus de place pour les terrasses des restaurants. Il y a Paris également. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment un restaurant peut rouvrir aujourd'hui dans de bonnes conditions économiques, vu que beaucoup d'entre eux sont petits et qu'on va leur imposer une certaine distance entre les tables.
En plus, les clients n'auront peut-être pas trop envie de retourner dans les restaurants si c'est en espace intérieur, en espace confiné. Par contre, on imagine bien que si c'est pour être en terrasse, les clients se sentiront un peu plus à l'aise. Donc là-dessus, il y a un vrai choix qu'il va falloir faire, je pense, dans nos centres-villes. C'est est-ce qu'on veut garder la place de la voiture telle qu'elle est aujourd'hui? Et dans ce cas-là, on risque de freiner la relance des activités de proximité. Ou est-ce qu'on considère qu'on a de la marge et que c'est justement en réduisant un petit peu la place de la voiture qu'on va réussir à faire plus de place pour les commerces, pour les restaurants, pour les cafés, et qu'on va redonner la confiance aux consommateurs piétons pour que vraiment il ait envie de se remettre à fréquenter ces lieux et qu'il se remette à consommer finalement à côté de chez lui. Donc rééquilibrer l'espace public, c'est ce qui permettra peut-être ou pas de relancer finalement l'économie locale, c'est ce que vous nous dites. Je pense que oui, je pense que la situation sera assez contrastée d'une ville à l'autre suivant ce qui va être mis en place, suivant ce qu'osera faire le maire et suivant la façon dont il osera finalement reprendre un petit peu d'espace à la voiture ou pas. Bien, nous allons suivre tout cela de très près. Merci beaucoup Mathieu Chassigné. Merci d'avoir exploré pour nous cette mobilité post-Covid. Prochaine exploration très bientôt dans un nouveau numéro de Kilomètre Zéro.